Une vie épanouissante implique de se connecter avec les autres, famille, collègues, enfants, parents, employés et amis. Que ce soit à travers la collaboration au travail, la cohabitation ou les loisirs passés ensemble, entretenir des relations nécessite d'assumer la responsabilité qui en découle. Prenons les patrons par exemple, combien de patrons connaissez-vous qui seraient complètement perdus sans leur secrétaire? Pas mal. Ils forment une équipe, l'un est sous les projecteurs, l'autre est inestimable dans l'ombre. L'un est un génie des idées, l'autre est un génie des détails. Ils travaillent ensemble, sinon cela ne fonctionnerait pas du tout. Bien sûr, vous devez être responsable de vous-même et envers vous-même avant de pouvoir être responsable envers une autre personne. Vous devez être le meilleur possible pour pouvoir apporter le meilleur de vous-même à n'importe quelle relation. Et c'est là que réside le lien avec la construction de votre ambition, vous construisez vous-même afin de pouvoir construire des relations mutuellement bénéfiques. Avec cela à l'esprit, discutons de quelques moyens de construire des relations. La plupart de ces conseils sont destinés à la construction de relations d'affaires, établir des contacts, cultiver de bonnes relations de travail avec les collègues, les fournisseurs, les prospects, les clients futurs, les clients actuels et les clients passés. Cependant, rappelez-vous que nous sommes tous des êtres humains, quelle que soit notre profession, et bon nombre de ces conseils fonctionnent également bien pour construire d'autres relations. Commençons par la gentillesse. À quel point devez-vous être gentil? Aussi gentil que possible. À qui devez-vous être gentil? À tous ceux avec lesquels vous entrez en contact, des chauffeurs de taxi aux réceptionnistes d'hôtel, des serveurs aux commis de magasin, des passants aux personnes dans votre bureau, et les personnes à la maison. Soyez gentil avec tout le monde. Et voici pourquoi une parole gentille va loin, quelqu'un passe une mauvaise journée, et vous ne savez pas qu'il passe une mauvaise journée, mais quelqu'un se sent vraiment mal. Et vous offrez une parole gentille. Peut-être n'est-ce qu'un simple bonjour amical, comment ça va? Peut-être est-ce juste prendre une minute ou deux pour écouter ce que quelqu'un a à dire. Mais vos quelques mots de gentillesse ou vos quelques minutes d'attention pourraient changer la journée de quelqu'un, pourraient le faire se sentir plus précieux, plus pris en charge. Soyez généreux avec votre gentillesse. Cela ira loin. Les gens se souviendront, que vous les connaissiez ou non. Si vous êtes dans un restaurant bondé et que vous êtes particulièrement gentil avec le serveur, devinez quoi? Il se souviendra de vous la prochaine fois que vous viendrez, et alors devinez ce qui se passera? Vous obtiendrez encore un meilleur service. Quand vous donnez de la gentillesse, ce n'est pas perdu, c'est investi. Cela vous reviendra. La gentillesse, c'est si important dans tous les aspects de votre vie. C'est si important pour construire de bonnes relations avec les autres. Maintenant, voici ce qui est aussi important, la sensibilité. Être touché par les expériences des autres, être sensible aux autres, comprendre la situation des autres, ouvrir votre cœur, votre esprit et votre attention pour répondre aux besoins des autres, les personnes avec qui vous travaillez. Les personnes avec qui vous vivez. Se mettre à la place de quelqu'un d'autre, voir si vous pouvez comprendre ce qui se passe dans son cœur. S'il y a un problème, vous devez être suffisamment sensible pour poser quelques questions. Pas une question, mais plusieurs questions. Parfois, vous ne parviendrez même pas à la racine du problème avant d'avoir posé 2 ou 3 questions. La plupart des gens ne révéleront pas le problème à la première question. Vous dites, Marie, comment vas-tu aujourd'hui? Comment vont les choses? Et elle répond, eh bien, tout va bien, et vous pouvez dire par la manière dont elle le dit que tout ne va pas bien. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas dire directement quel est le vrai problème à moins que 2 critères ne soient remplis. Premièrement, nous parlons à quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Et deuxièmement, nous parlons à quelqu'un qui se soucie vraiment. Donc, parfois, il faut cette deuxième question, peut-être une troisième, et peut-être une quatrième avant que la confiance ne se construise et que la personne comprenne enfin que vous vous souciez. Ensuite, ils sont prêts à vous dire ce qui se passe réellement dans leur esprit. Mon Dieu, cela économise tellement de temps. Posez des questions dès le départ. Avez-vous déjà parlé pendant 1 heure et ensuite posé une question, découvrant que vous venez de gaspiller l'heure précédente? Apprenez à poser des questions qui renforceront la confiance et la communication entre vous et ceux avec qui vous travaillez. Apprenez à exprimer, pas à impressionner. Si vous voulez toucher quelqu'un, exprimez la sincérité du cœur. Impressionner crée un fossé. Exprimer crée un pont. Identification. Vous voulez être capable de relier vos pensées, vos philosophies et vos expériences à quelqu'un qui dira, moi aussi, je sais ce que tu veux dire. Vous ne voulez pas que leur réaction soit, et alors?
Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous faites simplement connaissance, vous prenez contact. Voici où vous commencez. Trouvez quelque chose que vous avez en commun, trouvez quelque chose avec lequel vous pouvez tous les deux vous identifier. Commencez là où ils sont avant d'essayer de les emmener là où vous voulez qu'ils aillent. Donc, si vous essayez de parler à quelqu'un qui a été frappé au cœur et que vous avez vécu cette expérience, vous pouvez parler d'avoir été frappé au cœur et cela signifiera quelque chose. Cela aura de la substance, cela aura de la profondeur. Et si vous commencez par là et ensuite commencez à construire le pont, vous avez l'identification. Ensuite, vous commencez à établir un rapport. Et lorsque vous commencez à établir un rapport avec quelqu'un, ou lorsque vous voulez améliorer le rapport que vous avez avec quelqu'un, vous avez besoin de compétences de communication efficaces. Permettez-moi de vous donner quelques conseils sur la bonne communication. Parce que pour bien s'entendre avec les autres, pour bien travailler avec les autres, pour bien vivre avec les autres, vous devez être un bon communicateur. Premièrement, avoir quelque chose d'intéressant à dire. Intérêt, fascination, sensibilité et connaissance. Deuxièmement, maintenant que vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Le deuxième point est de bien le dire. Et vous devez être capable de le traduire pour qu'il profite à quelqu'un. Vous devez avoir un bon système de transmission pour votre substance, votre connaissance, votre sensibilisation, votre compréhension et votre expérience. Apprenez à bien le dire. Et voici quelques indices pour bien le dire. Premièrement, la sincérité. La meilleure communication se produit lorsque les deux personnes sont sincères. L'une souhaitant sincèrement apprendre ou écouter, et l'autre souhaitant sincèrement partager. Deuxièmement, dans bien le dire, il y a la répétition. Faire partie de bien le dire, c'est simplement s'entraîner à bien le dire. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Une partie de ce que j'enseigne dans la formation à la vente, c'est la pratique. Pratiquer, pratiquer. Vous commencez par quelque chose de simple. Et quand vous ne savez pas grand-chose sur ce que vous faites, la pratique est encore plus importante. Disons que vous êtes dans la vente, et que votre présentation n'est pas si bonne, et que vous vous promenez en disant, vous ne voudriez pas acheter ça, n'est-ce pas? Je vous le dis, peut-être que si vous dites cela assez souvent pendant la journée, quelqu'un pourrait dire, eh bien, peut-être que je le ferai. Qu'est-ce que vous vendez? Maintenant, vous ne pouvez pas dire, occupez-vous de vos affaires. Non. Une fois que vous avez ouvert la porte, vous devez passer par là. Voici ce qui se passe si vous pratiquez dans la vente, vous êtes sûr de réaliser des ventes. Quelqu'un demandera ce que vous vendez, et vous devrez le dire. Peut-être qu'ils le voudront. Vous êtes sûr de vous améliorer. Si vous pratiquez, vous améliorerez votre présentation de vente, vos compétences d'écoute avec les prospects, votre capacité à conclure la vente et votre capacité à gagner votre vie. La pratique est tout aussi précieuse qu'une vente car ce qui est précieux dans la vente, c'est la compétence. Une vente vous fera gagner votre vie, les compétences vous feront fortune. Alors, pratiquez votre présentation et votre capacité à communiquer ce que vous savez. Même ceux qui disent « Non, je ne suis pas intéressé » sont précieux car ils vous permettent de pratiquer votre présentation. Surtout lorsque vous débutez, vous pourriez même envisager de les payer pour vous écouter pratiquer. Soyez reconnaissant pour les « non ». La pratique vous aide à développer des compétences, et les compétences rendent votre travail plus précieux. Si vous vendez simplement, vous pouvez gagner votre vie. Si vous vendez habilement, vous pouvez faire fortune. Si vous parlez simplement, vous pouvez maintenir une famille unie. Si vous parlez habilement, vous pouvez construire des rêves et un avenir. La différence réside dans la compétence. Vous pouvez abattre un arbre avec un marteau, mais cela prend environ 30 jours. Si vous échangez le marteau contre une hache, vous pouvez abattre l'arbre en environ 30 minutes. La différence entre 30 minutes et 30 jours réside dans l'outil. Votre meilleur outil de communication est votre compétence, alors pratiquez pour acquérir la compétence de bien dire les choses. Faire partie de bien le dire est la sincérité, la prochaine partie est la répétition. Voici un autre élément pour bien le dire, la brièveté. Parfois, vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste assez. Plus vous en savez, plus vous pouvez être bref car vous pouvez rendre les mots plus efficaces. Jésus était bref lorsqu'il constituait son équipe. Il se promenait simplement dans la campagne et de temps en temps, il voyait quelqu'un qu'il voulait dans son équipe et disait, « Toi, suis-moi ». C'est court, c'est bref. Pourquoi Jésus pouvait-il être si bref et pourtant si efficace? Pour tout ce qu'il était, il n'avait pas besoin de dire beaucoup. Lorsque vous devenez plus grand,
lorsque vous devenez plus fort, vous devenez une personne de meilleure réputation. Lorsque vous arrivez, votre réputation peut vous précéder, donc vous n'avez pas besoin de dire beaucoup. Si votre réputation vous a précédé, elle fera une grande partie du travail pour vous avant même que vous n'arriviez. Ensuite, il y a le style. Faire partie de bien le dire est le style. Soyez un étudiant du style, une variété de styles, puis assurez-vous de développer le vôtre. Soyez un étudiant mais développez le vôtre. Ne soyez pas quelqu'un d'autre. Laissez quelqu'un d'autre vous influencer, mais ne devenez pas cette personne. Développez votre propre style. Voici un autre conseil pour bien le dire. Le vocabulaire. Vous devez avoir un bon vocabulaire pour bien le dire. Nous ne pouvons traduire pour les autres qu'avec les outils appelés vocabulaire. Si vous manquez de vocabulaire, vous manquez d'outils pour décrire un problème ou une réponse. Les mots sont essentiels, vous ne pouvez pas bien communiquer sans un vocabulaire défini. Chaque fois que vous rencontrez un mot qui vous est nouveau, cherchez sa signification. Chaque fois que vous êtes dans une conversation et que l'autre personne utilise un mot qui vous est nouveau, cherchez sa signification. La plupart du temps, vous pouvez comprendre la signification d'un nouveau mot en fonction de son utilisation, mais si ce n'est pas le cas, assurez-vous de retenir votre réponse jusqu'à ce que vous soyez sûr. Il y a plusieurs années, certains de mes amis ont réalisé une enquête auprès des détenus dans le cadre d'un programme de réhabilitation sur lequel ils travaillaient. Ils ne cherchaient pas cela, mais voici ce qu'ils ont trouvé: il existe une relation nette entre le vocabulaire et le comportement. Plus le vocabulaire est limité, plus il tend vers un mauvais comportement. Quand on y réfléchit, cela a du sens. Le vocabulaire est une façon de voir. Il nous donne un aperçu. Seul avec votre vocabulaire actuel pouvez-vous voir. Vous ne pouvez pas utiliser des outils que vous n'avez pas pour créer une compréhension, une prise de conscience, une compréhension, une perception et une vision. Vous ne pouvez avoir autant de vision que votre vocabulaire actuel vous le permettra. Si vous êtes limité en vocabulaire, vous ne pouvez pas bien voir. Et si une personne ne pouvait voir le monde que par un tout petit trou? Pouvez-vous imaginer les erreurs de jugement qu'elle ferait? Il dirait: voici comment c'est. Vous diriez: non, ce n'est pas comme ça. Voici comment c'est. La personne dit: mais je ne peux pas le voir. Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas le voir? Elle n'a pas le vocabulaire pour comprendre la traduction. Le vocabulaire est également ce que nous utilisons comme outil pour exprimer ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête, pour traduire nos questions, nos réponses et nos perceptions. Si vous avez une manière limitée de traduire et d'exprimer ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête, vous prendrez beaucoup de retard. Vous auriez des problèmes jumeaux sans un bon vocabulaire. Numéro 1, vous ne seriez pas capable de voir. Numéro 2, vous ne seriez pas capable d'exprimer. Votre monde deviendrait de plus en plus petit, n'ayant ni la vision ni les outils. Enfin, vous n'auriez pas besoin d'un endroit beaucoup plus grand que 10x12 pour vivre. Pourquoi? C'est à peu près aussi grand que le monde de certaines personnes. C'est tout ce qu'ils ont, ce petit monde étroit. Commettant des erreurs chaque jour parce qu'ils ne peuvent pas voir, se trompant chaque jour parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ou comprendre. Pas d'outils avec lesquels traduire. Pour une bonne communication, le numéro 1 est d'avoir quelque chose de bon à dire, le numéro 2 est de bien le dire, et le numéro 3 est de lire votre public. Vous devez lire ce qui se passe entre vous et les personnes à qui vous parlez. Devriez-vous dire ce que vous dites un peu plus doucement? Devriez-vous le dire un peu plus fort? Devriez-vous l'expliquer davantage? Devriez-vous être plus clair et concis? Devriez-vous arrêter? Beaucoup de décisions prises lors d'une conversation dépendent de votre capacité à lire et à comprendre ce qui se passe dans l'esprit de ceux que vous essayez de joindre. Peu importe que vous regardiez le visage d'un enfant, le visage d'un collègue ou 1000 visages dans une audience, vous devez lire ce qui se passe. Vous devez faire attention. Alors laissez-moi vous donner quelques moyens de lire votre public. Le premier est de lire ce que vous voyez. Scrutez le visage d'un enfant et voyez si vous êtes compris. Voyez s'ils ont l'air perplexes, voyez s'ils comprennent, ou s'ils ne comprennent pas. Le langage corporel nous en dit long. Regardez comment les personnes à qui vous parlez sont assises, ce qu'elles font avec leurs mains, leurs yeux. Si un gars a les bras croisés, les jambes croisées, le menton rentré et fait la moue, vous avez du pain sur la planche. Ce gars ne sera pas facile à atteindre. Si une dame se lève derrière son bureau, vous devez vous dépêcher. Elle n'écoutera pas beaucoup plus longtemps, vous devez probablement accélérer le rythme et aller droit au but. Donc, le premier est de lire ce que vous voyez.
Le deuxième est de lire ce que vous entendez. Vous devez être un bon auditeur pour être un bon communicateur. Obtenez des commentaires. Écoutez pour être un bon parent. Pour bien parler, vous devez bien écouter. C'est si précieux. Obtenez les commentaires. Ce que vous entendez peut vous aider à changer de vitesse, être un peu plus fort, être un peu plus doux. Trouvez une autre illustration si celle-ci ne fonctionne pas, cherchez un autre moyen de le dire. Devenez sensible aux mots de quelqu'un d'autre, pas seulement en vous préparant à parler lorsque l'autre personne a terminé. Écoutez et repérez ces signaux que nous donnent les mots de retour. Maintenant, voici le troisième moyen de lire votre public, et c'est de lire ce que vous ressentez. Les signaux émotionnels. Vous devez apprendre à les percevoir. Saisissez ces sentiments. Les femmes semblent simplement avoir cette partie intégrée. Les hommes peuvent l'apprendre, mais les femmes l'ont. Une femme dit, ça ne semble pas juste, ça ne semble tout simplement pas juste. Un homme dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça ne semble pas juste? Elle dit, c'est quelque chose. Il dit, quelque chose. Quelque chose quoi? Elle dit, je te le dis, quelque chose ne semble pas juste. Maintenant, les hommes peuvent l'apprendre, mais les femmes l'ont. Apprenez à lire vos émotions, apprenez à lire ce que les autres ressentent afin de pouvoir ajuster votre communication, afin de pouvoir ajuster votre approche, afin de pouvoir transmettre votre message, afin de pouvoir bien communiquer. La communication consiste à avoir quelque chose à dire et à bien le dire. La communication est l'un des ingrédients clés pour pouvoir bien travailler avec les autres, pour pouvoir développer notre ambition en travaillant bien avec les autres. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce moment incroyable de votre vie. Aujourd'hui, je veux vous parler de la transformation de votre mentalité pour une année réussie à venir. L'esprit humain est un outil puissant, et il est en notre pouvoir de le façonner en une force qui nous propulse vers la grandeur. Permettez-moi de vous dire quelque chose de profond, vos circonstances actuelles ne déterminent pas où vous pouvez aller. Elles déterminent simplement où vous commencez. La toile de votre vie attend que vous peigniez votre chef-d'œuvre, et tout commence par votre mentalité. Earl Nightingale a dit, nous devenons ce à quoi nous pensons. Cette vérité détient les clés du royaume du succès. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais plutôt de qui nous devenons dans le processus. Nos pensées façonnent nos actions. Et nos actions façonnent notre destinée. Maintenant, discutons de la manière de transformer votre mentalité pour créer la vie que vous désirez. Tout d'abord, embrassez le pouvoir de la croyance. Croyez en vous, en vos rêves, et en votre potentiel. Henry Ford a dit un jour, que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, vous avez raison. Votre croyance en vous-même est la pierre angulaire de votre succès. Ayez confiance en vos capacités et en la voie que vous avez choisie. Ensuite, comprenez la valeur de l'apprentissage continu. Engagez-vous dans le développement personnel et la croissance. Investissez dans votre esprit, car c'est l'actif le plus précieux que vous possédez. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts et entourez-vous de personnes qui vous poussent à devenir meilleur. De plus, prenez le contrôle de vos pensées. Votre esprit est comme un jardin, tout ce que vous plantez y poussera. Éliminez la négativité et le doute de soi, et plantez des graines de positivité, de gratitude et d'optimisme. Surveillez votre dialogue intérieur, et lorsque la négativité s'installe, remplacez-la par des pensées encourageantes. Un autre aspect crucial est de fixer des objectifs clairs et convaincants. Les objectifs vous donnent une feuille de route vers le succès. Ils fournissent une direction et un but. Définissez vos objectifs à la fois à court terme et à long terme et décomposez-les en étapes réalisables. Visualisez votre succès et laissez cette vision nourrir vos actions. La cohérence est la clé. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'actions cohérentes et disciplinées au fil du temps. Embrassez la routine quotidienne et restez engagé envers vos objectifs, même en cas de difficulté. Rappelez-vous, chaque petit pas compte vers votre succès ultime. De plus, adoptez une mentalité de résilience. Les défis et les revers sont inévitables sur la voie du succès. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous y réagissez. Voyez les revers comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Utilisez-les pour alimenter votre détermination et votre résilience. De plus, entourez-vous de positivité. Votre environnement joue un rôle significatif dans la formation de votre mentalité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Éloignez-vous de la négativité et des influences toxiques qui entravent votre croissance. De plus, cultivez une attitude de gratitude.
La gratitude ouvre les portes de l'abondance. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à ce que vous désirez. Un cœur reconnaissant attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Et passez à l'action. L'action est le pont entre vos rêves et la réalité. Sans action, même les idées les plus brillantes restent dormantes. Commencez maintenant, faites ce premier pas, et continuez d'avancer. Peu importe à quel point les progrès peuvent sembler petits. Permettez-moi de développer davantage cela. L'esprit est le sol où sont semées les graines du succès. C'est le terrain fertile où les rêves germent, les ambitions prennent racine et les destins sont façonnés. Transformer votre mentalité n'est pas qu'un simple choix, c'est une décision de réécrire le scénario de votre vie, d'être l'auteur de votre destin délibérément et avec intention. Combien de fois avons-nous regardé les riches, les réussis, et nous sommes demandé ce qui les distingue? Permettez-moi de vous dire, mes amis, ce n'est pas seulement la chance, les circonstances ou un coup de dé. C'est la mentalité qu'ils adoptent, la mentalité qui ne rêve pas seulement mais croit, qui ne souhaite pas seulement mais agit, qui n'attend pas seulement l'opportunité mais la crée. Pour atteindre l'indépendance financière et la liberté, nous devons d'abord maîtriser notre mentalité. Nous devons cultiver le sol fertile de nos pensées, car nos pensées dirigent nos actions, et nos actions façonnent notre réalité. Tout commence par une vision, une image claire et captivante de ce que nous voulons que nos vies soient. Fixez comme objectif de devenir millionnaire, non pas pour l'argent, mais pour la personne que vous deviendrez dans le processus. Ce n'est pas seulement à propos de la richesse, c'est à propos de la croissance, de la discipline, des habitudes, et du caractère que vous développez en chemin. Votre mentalité détermine votre altitude dans la vie. C'est la lentille à travers laquelle vous percevez les opportunités, les revers et les défis. Alors, comment transformons-nous cette mentalité? Cela commence par un changement de mentalité, une croyance inébranlable en vous-même et en votre capacité à créer la vie que vous désirez. C'est embrasser une mentalité d'abondance plutôt que de rareté, où vous croyez aux possibilités infinies qui vous entourent. La deuxième étape est l'éducation. Investissez en vous-même. L'apprentissage continu est la porte d'accès à la croissance et au progrès. Que ce soit à travers des livres, des séminaires, des mentors, ou des cours, ne cessez jamais d'apprendre. Plus vous en savez, plus vous pouvez accomplir. Plus vous apprenez, meilleures sont vos décisions. Ensuite vient l'action, la pierre angulaire de tout succès. Rêver seul ne créera pas votre succès. C'est l'action que vous entreprenez quotidiennement, de manière cohérente, qui façonne votre destinée. Engagez-vous envers vous-même, envers vos rêves, et prenez une action massive et déterminée vers eux. Ensuite, embrassez la résilience. Comprenez que les revers et les échecs ne sont pas des obstacles mais des pierres de touche. Ils vous enseignent, vous affinent, et vous propulsent plus près de vos objectifs. Acceptez-les, apprenez d'eux, et continuez à avancer. De plus, entourez-vous de personnes ayant des mentalités similaires. Votre environnement vous façonne plus que vous ne le réalisez. Associez-vous à ceux qui vous élèvent et vous inspirent, qui vous challengent et soutiennent votre croissance. Permettez-moi de souligner la discipline, un élément crucial de ce parcours transformationnel. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. C'est la capacité à rester concentré, à faire ce qui doit être fait. Même lorsque vous n'en avez pas envie. Disciplinez-vous, et vous trouverez la liberté dans la structure qu'elle fournit. Enfin, la gratitude. La gratitude est l'antidote au mécontentement. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à ce que vous voulez. C'est le carburant qui alimente votre voyage, vous rappelant le progrès réalisé et les bénédictions reçues. Maintenant, imaginez cette mentalité, ce cocktail puissant de croyances. D'éducation, d'action, de résilience, d'environnement, de discipline, et de gratitude tissés dans la trame de votre être. Imaginez vous réveiller chaque jour avec un but, avec clarté, avec la conviction inébranlable que vous êtes l'architecte de votre destin. Et en marchant sur ce chemin, alignant votre mentalité avec vos aspirations, l'indépendance financière et la liberté ne deviennent pas seulement des rêves lointains mais des réalités tangibles. Vous attirez le succès, vous créez des opportunités, vous bâtissez la richesse non seulement pour elle-même mais pour la vie qu'elle vous permet de vivre, pour l'impact que vous pouvez avoir, pour la liberté qu'elle offre. Rappelez-vous, mes amis, la seule limite à votre succès est celle que vous vous fixez dans votre propre esprit. Transformez votre mentalité, et vous transformez votre monde. L'année à venir est une toile attendant votre chef-d'œuvre. Peignez-la audacieusement avec des couleurs de détermination, de courage, et de croyance inébranlable. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage vers l'année à venir,
je vous exhorte à oser grandement, à croire férocement, et à prendre les rênes de votre destin. Transformez votre mentalité, et observez comment l'univers conspire pour dévoiler une année d'abondance, de croissance, et de succès sans pareil. Le décor est planté, le choix est vôtre. Faisons de cette année un témoignage du pouvoir d'un esprit transformé. Merci.